Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Le Monde Moderne. Aujourd'hui, on reçoit Gauthier Meignier, journaliste chez Off Investigation, qui est l'auteur du documentaire Macron l'Américain, un documentaire que je vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube du média Off Investigation, qui explique comment Emmanuel Macron doit son ascension à beaucoup de contacts dans la Silicon Valley. Bonjour Gauthier. Salut. Alors, c'est quoi l'idée derrière ce documentaire sur Macron l'Américain? On sait que Off Investigation a toute une série de documentaires sur Emmanuel Macron. Ce chapitre-là sur Macron l'Américain, il veut dire quoi? Alors oui, effectivement, nous, on s'est fait connaître en 2022 par une série, une saison 1, bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron en 2022. Et on n'avait pas du tout abordé la question de ses liens avec l'Amérique, ses liens avec les géants du numérique. On a beaucoup parlé de la présidence Startup Nation. Emmanuel Macron se conçoit comme une startup et a ce modèle de startup des géants du numérique et des GAFAM très ancré en lui. Et on s'est dit, il y a quand même un sujet à faire là-dessus sur disons, cette fascination qu'il a pour les GAFAM américains, ces géants de la tech. On avait ce sujet-là en tête, qu'on avait mis un peu au frigo, et c'est à l'été 2022, au moment des révélations sur les Uber Files, du consortium international des journalistes d'investigation, du Monde et du Guardian, où il révèle qu'en coulisses, Emmanuel Macron s'est fait un peu l'agent, le VRP des intérêts d'une multinationale des VTC, Uber, au sommet de l'État. En coulisses, etc. Là, on s'est dit, là, il y a un sujet là-dessus. Donc, on a fait une grande partie dans le documentaire sur Uber. On s'est vu, en grattant un peu, on s'est dit qu'il y avait en fait pas mal de GAFAM. Macron a ouvert, une fois président de la République, il a ouvert un peu la République à d'autres GAFAM. Alors Uber n'est pas un GAFAM, mais c'est un géant américain de la tech. Ouais. En grattant un peu, voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait également les données de santé avec Microsoft. Il y avait également Amazon qui avait profité d'un développement exponentiel en France depuis la présidence Macron. Et là, on s'est dit, il y a un sujet à faire là-dessus, quoi, sur cette fascination, disons, béate pour ces grands géants de la tech américaine. Et en grattant un petit peu, etc., en commençant à lancer 2-3 contacts, on nous a très vite dit qu'en fait, en réalité, Emmanuel Macron, depuis sa sortie de l'ENA en 2004, en fait, il s'est rapproché via les réseaux de l'Inspection générale des finances, qui est un peu le temple du capitalisme de connivence à la française, où on Ouais. pantoufle du privé au public, etc. Via ces réseaux-là, il s'est approché de pas mal disons, de cercles d'influence américains. Et donc on s'est dit, en fait, là, il y a un sujet à faire on va le prendre dès sa sortie de l'ENA. On va voir un petit peu comment il a construit son ascension politique grâce à des réseaux américains. C'est une histoire assez peu connue. Ouais, c'est clair. Parce qu'on connaît tous son ascension politique avec d'abord la banque d'affaires chez Rothschild, qui est plutôt là côté anglais qu'américain. Ensuite, il est repéré par la commission Attali, puis comment il passe de l'Élysée à Bercy avec l'aide de François Hollande, lui aussi très empêtré dans les réseaux américains d'une certaine façon. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi, au-delà d'Emmanuel Macron, une habitude au sein de la classe politique française d'aller chercher ce tropisme-là? Prenez Gabriel Attal, notre nouveau Premier ministre. Ouais. Juste avant d'être nommé Premier ministre, il va au Bilderberg, qui est ce cercle de réflexion franco-américain. Il est Young Leader, là encore, un programme franco-américain. Systématiquement, on a l'impression que nos dirigeants sont sélectionnés finalement depuis Washington ou repérés avant d'être lancés sur la scène nationale. C'est cette drôle d'impression que ça fait. Moi, la plupart des gens assez bien placés que j'ai interrogés sur le rapport d'Emmanuel Macron à l'Amérique ne réinterrogent jamais le rapport qu'on peut avoir aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en Mmh. gros, oui, et alors? Oui, il a fait les Young Leader, oui, il est allé au Bilderberg, oui, il a fait la German Marshall Fund, qui est un pur lobby américain. Oui, et alors, quoi? Et en fait, je me suis rendu compte, en fait, si nos élites, nos jeunes élites prometteuses faisaient leurs humanités, disons, à Moscou, dans des lobbies financés par Gazprom, etc., on aurait peut-être un autre regard là-dessus. Il y a une espèce de naturalisation totale disons, que de notre lien avec notre allié, qui est pas forcément toujours
C'est au-delà de ça. Enfin, on peut parler de vassalisation, là, quand on voit la façon dont chacun des responsables politiques vont faire allégeance d'une certaine façon. Et ça explique la position du Quai d'Orsay, ça explique la position d'Emmanuel Macron dans la crise ukrainienne, mais aussi par rapport à Gaza. Enfin, on voit bien qu'il n'y a plus d'indépendance, d'une certaine façon, de la diplomatie française par rapport à la diplomatie de Washington. Là-dessus, il y a un vrai shift, c'est la présidence Sarkozy. C'est-à-dire que moi, Ouais. le nombre de contacts que j'ai eus qui m'ont dit, mais en fait, vous faites un truc sur Macron l'américain, mais en fait, ce serait plutôt Sarkozy l'américain. Donc, Ouais. voilà, la diplomatie de Sarko, ça a commencé déjà sous Sarko. Le rapprochement, c'est une position très atlantiste sur la diplomatie. D'ailleurs, il fait un discours assez célèbre, Nicolas Sarkozy, en campagne en 2006, devant la French American Foundation de Washington, où il dit que voilà, il présente les grands pans de sa diplomatie, et elle sera atlantiste. Donc Mm. on est déjà sous Sarkozy déjà dans une rupture avec, disons, une vision chiracienne d'équilibre un peu, etc. Sarkozy a lancé ce mouvement. Hollande n'a pas spécialement, voilà, Hollande sur la position Israël-Gaza, toujours soutenu Pareillement, ouais. des positions pro-israéliennes. On pense notamment à Valls qui a notamment beaucoup voyagé en Israël. Euh, et Macron est dans cette continuité-là. Ce qui est assez frappant en fait quand on rentre un petit peu dans ces programmes de young leaders, etc., c'est qu'on se rend compte qu'en fait, dès la naissance, ils détectent des jeunes élites prometteuses Mm. et ils leur. Mais alors, c'est du soft power qui est plutôt doux, mais on sent qu'en fait derrière il y a une véritable volonté d'insuffler, disons, euh, les bienfaits de la mondialisation à l'anglo-saxonne. Ce qui est intéressant sur ce qui est intéressant sur le programme Young Leader, c'est que ça a été Ouais. faire un peu d'histoire, c'est toujours intéressant. En fait, le programme Young Leader de la French American Foundation a été créé en fait en mars 1981. Ouais, Euh, c'est récent. ouais, c'est assez récent et en fait, il y a une réelle peur en mars 1981 que les socialistes, les Mitterrand arrivent au pouvoir et qu'un gouvernement socialo-communiste arrive en France, un gouvernement socialo-communiste peut-être susceptible d'anti-américanisme. Et donc, ils ont cette volonté de se dire, de combattre cet anti-américanisme au sein des élites françaises, c'est-à-dire, créons un programme d'échange où on pourra un petit peu, disons, calmer un peu peut-être des futures ardeurs Mais anticommunistes, c'est, anti-américaines au sein ouais, des élites françaises, quoi. mais on C'est voit intéressant, bien je trouve, quand là. même. Bah oui, de voir le déclencheur, hein, donc un gouvernement de gauche, et pourtant le Parti socialiste est passé aussi hein, par toutes les instances de la Franco-American Foundation, etc. Mais ce qu'on voit, c'est quand même une influence réelle, hein, au-delà du soft power. On parle d'ingérence étrangère, on pourrait, dans le cas des États-Unis, parler d'ingérence dans la façon dont ces leaders sont sélectionnés, chouchoutés, couvés, ont droit à un open bar quand ils vont aux États-Unis pour voir comment fonctionne hein, la police, le renseignement, etc. etc. Et puis ça va au-delà avec Emmanuel Macron. À peine élu, il fait rentrer directement BlackRock à l'Élysée pour un séminaire privé. Il reçoit Georges Soros et son fils assez souvent aussi sur l'Open Society Foundation, etc. Il est complètement dans sa façon de gouverner, main dans la main avec ces lobbies importants américains, que ce soit de la finance ou bien de la politique internationale. Totalement, totalement. Ah, mais encore une fois, je prenais la conférence avec les Russes ou les Chinois, mais Mmh. on imagine peut-être un jour un président ou un ministre de l'économie qui deal avec des Russes en secret, comme dans le cas d'Uber, etc. Mmh, Et ouais. et c'est pas simplement l'affaire Uber. On peut te dire, bon, bah voilà, il y avait une pénurie de taxis, etc. Mais en fait, là, il y a en fait, il y a l'entrisme. En fait, Uber, c'est aussi des valeurs, un mode de travail. Ouais. Euh, Bah, d'ailleurs, c'est tout le programme, le projet hein, sur la casse des droits sociaux, sur maintenant Gabriel Attal qui s'attaque à la réforme de l'assurance chômage, la loi travail hein, qui a pris le nom loi El Khomri quand François Hollande était président, c'est la loi Macron en réalité. bien sûr. Cette loi travail, elle est portée par les lobbies comme Uber. Totalement. Et puis en fait, Uber, en fait, pour la grande bourgeoisie française, Uber, c'est un dynamiteur en fait du modèle social qui a été établi en Mmh, 46 par le Parti communiste français, c'est-à-dire un mmh, modèle où une partie du salaire est socialisée pour la santé, pour les retraites, etc. Et en fait,
l'affaire Uber, elle est loin d'être anecdotique parce qu'en réalité, Uber est le cheval de Troie qui va en fait fracturer le modèle social français. Parce qu'on sait que maintenant, voilà, il n'y a pas que des chauffeurs de taxi ubérisés, il y a des Mm. aides-soignantes, etc., etc., etc. L'ubérisation touche même les journalistes. Enfin, c'est une lame de fond véritable. Et donc Mm. là-dessus, c'est pas que Emmanuel Macron a favorisé un géant américain pour créer des emplois, etc. En réalité, c'est un projet idéologique. Ce que Bien raconte sûr. bien Daniel Simonet dans le documentaire, Ouais. la rapporteuse, députée LFI de Paris, rapporteuse de la commission d'enquête là-dessus. Sur le travail uberisé. Ça, ouais. Sur Alstom, là encore, scandale d'État, où Emmanuel Macron est à la manœuvre, où il brade un joyau français de l'industrie à General Electric, entreprise américaine. Là encore, c'est Olivier Marleix, le chef des députés LR à l'Assemblée, qui avait lancé le dossier, qui était vent debout contre cette trahison d'une certaine façon. Et ça passe encore une fois, comme si c'était naturel et normal. Mm. Ouais, ouais. Il y a une espèce de, disons, au sein des élites françaises, une espèce on naturalise le fait une vassalité, quoi, en réalité, là-dessus. Clairement, ouais. Andocienne. Moi, c'est ce qui C'est-à-dire, ressort du documentaire. Enfin, ouais, bien si on sûr. veut le Bah, pouvoir en France, il faut faire allégeance à Washington, ouais, sinon on n'a c'est aucune ça. Ce chance. qu'on voit un petit peu sur les données de santé, c'est-à-dire qu'en fait, sur le Health Data Hub, c'est ce projet d'hébergement des données de santé de millions de Ouais, Français. En fait, Cédric O, qui était secrétaire d'État au numérique, nous le dit clairement, seul Microsoft est capable d'héberger nos données de ouais, santé. Voilà. Et en fait, en réalité, on voit que des sénateurs, sénatrices, des députés, pas des affreux LFI, hein, de toute obédience politique, nous disent, mais en fait, il n'y a pas eu d'appel d'offres. C'est-à-dire qu'en fait, on non. choisit Microsoft comme ça, on n'approche même pas, comme si en France, on ne pouvait pas faire tourner du machine learning, etc. Même, je veux dire, Dassault Dassault Systèmes, qui est quand même pas une petite boîte, Ouais, n'a bien pas sûr. été approché pour héberger nos données de santé. Donc Non, mais il y a quand même quelque chose de, on accepte cette domination de fait, quoi. Ouais, il y a Ouais, quelque chose de cet ordre-là. Mais pourquoi il n'y a pas plus d'opposition par rapport à ça? Parce que c'est impossible de faire sans les Américains, finalement, parce qu'on ne peut pas s'attaquer à un poisson aussi gros. Mais on a vu, par exemple, même le renseignement français, alors c'est du passé, mais le renseignement français avait fait appel à Palantir, entreprise encore américaine du renseignement de la Silicon Valley, qui allait avoir accès à des données ultra sensibles du renseignement français. Et ça n'avait pas posé problème, et c'était avant Emmanuel Macron, hein. Non, non, mais totalement. En termes de renseignement, alors, je pense pas qu'il y ait une naïveté, parce que c'est pas possible. En fait, je pense qu'Emmanuel Macron est au courant que, par exemple, que 70% des entreprises du CAC 40 soient hébergées chez les GAFAM, hébergent leurs données Mm. chez les GAFAM. Je pense qu'ils sont au courant que l'État américain peut intenter des guerres commerciales via le droit extraterritorial américain, et que le fait que nos entreprises du CAC 40 soient hébergées chez les GAFAM, ça nous met totalement sous le comment disons le droit américain et sous les sanctions américaines via le Mm. département de justice. Je pense qu'ils Ouais. sont au courant de ça, mais je pense que c'est-à-dire qu'en réalité je pense qu'il y a une vraie croyance que les GAFAM font bien mieux que nos technos françaises, européennes. Oui, Il y a mais ça, c'est la façon dont sont formées ces élites, à penser que de toute façon, les grandes entreprises ont la solution, que l'État coûte trop cher, et que finalement, peu importe la nationalité de ces entreprises, on le voit bien avec le CETA, hein, quand les agriculteurs descendent dans la rue en disant ça suffit, les traités de libre-échange, Gabriel Attal essaie de gagner du temps, mais tout de suite il se rend au Canada pour rassurer les partenaires canadiens en disant ne vous inquiétez pas, le CETA, on ne va pas le mettre à la poubelle, ça continue comme si de rien n'était. Il y a une logique, un logiciel en fait qui fait qu'on on ne peut pas d'un côté parler de souveraineté européenne, de souveraineté, et de l'autre côté continuer de faire le jeu de la globalisation qui bénéficie quand même largement aux Américains, aux anglo-saxons du moins. C'est pour ça que c'est quand même intéressant de voir, en fait, c'est assez peu connu, en fait, c'est intéressant de voir comment nos jeunes élites prometteuses sont biberonnées Ouais. dès le plus jeune âge par une idéologie, disons atlantiste, Mm. européiste Mm. et libre-échangiste. C'est quand même un peu la doxa
qui sont enseignés là dans ce genre de programme et enseignés aussi dans les grandes écoles là où ils passent. Donc il y a cette espèce de logiciel. Effectivement, on ne change pas de logiciel, quoi. Ça ne marche pas, mais on continue, on s'enferme dans. Il y a que les fous qui font ça, hein, Bah, qui s'enferment après, dans des. pour eux, Ouais, ça fonctionne, puisqu'ils sont au pouvoir, leur carrière avance, ils n'ont pas de soucis particuliers, mais pour le pays, on peut se demander, quand on voit l'endettement catastrophique, quand on voit la perte de souveraineté et la perte industrielle, la réindustrialisation, si elle arrive, elle n'arrivera pas avant une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, et ça me paraît compliqué. Tout ça sont un peu des mots vides en réalité, et l'humiliation. Enfin, quand Macron se rend pour la première fois à Washington, et c'est Trump qui est président, il l'humilie, clairement. Sa façon qu'il a de le traîner à la main, le petit coup sur les pellicules sur l'épaule, ouais. c'est même pas un jeu. C'est clairement pour dire, écoute, toi, je te remets à ta place, tu nous dois tout, alors arrête de jouer au cador. Ouais. À la fin du documentaire, on raconte en fait cette bromance un peu contre nature, ouais, qu'il y a eu Ouais. entre Trump et Emmanuel Macron. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, Emmanuel Macron, à un moment donné, en 2019, souhaite taxer un peu les GAFAM à hauteur de 3% de leur chiffre d'affaires, parce qu'il sait que dans l'opinion publique, c'est pas mal de dire on va taxer les géants du numérique, etc. Il y a Ouais. toute une communication politique en fait là-dessus. Et quand Macron dit bah il faudrait taxer à 30% les GAFAM, etc., Trump va l'humilier totalement. C'est ce qu'on Mm. raconte à la fin du doc, c'est-à-dire qu'en fait, on a donné, le quinquennat d'Emmanuel Macron a donné de tels cadeaux aux Américains, les Uber, les Microsoft, les Amazon, etc. Et quand on dit, ce serait peut-être bien de taxer un tout petit peu les GAFAM qui ne payent pas d'impôts en France, etc., Trump va l'humilier totalement là-dessus publiquement en intentant une guerre commerciale en taxant à hauteur de 100% les vins français, etc. Donc on se rend compte que là, on est totalement dans une relation de vassalité, on n'est pas du tout partenaire d'égal à égal là-dessus, quoi. Et on n'est pas les seuls, parce que si on regarde du niveau de la Commission européenne, Ursula von der Leyen est aussi totalement créée par les Américains. Elle doit toute sa carrière aux États-Unis. Et il y a un tropisme incroyable d'Ursula von der Leyen. Donc on peut aussi décaler ce débat sur les institutions européennes, qui sont aussi un outil atlantiste de domination, ou du moins de lutte à l'époque de la guerre froide contre la Russie soviétique, et maintenant de lutte contre la Russie tout court, avec l'Ukraine, qui est devenue le point d'achoppement de toute cette politique de vassalité. Totalement, je pense que là, la guerre en Ukraine a quand même donné des très très bons exemples de cette vassalité de la Commission aux vues américaines là-dessus. Mm. Il y a quand même adopté totalement une visée impériale américaine là-dessus. Quand on voit les déclarations autour de l'Ukraine doit intégrer l'Union européenne, l'Ukraine doit intégrer l'OTAN, etc. Alors ils œuvrent quand même, c'est de l'insécurité quand même globale qu'on est en train de Oui, créer à bien l'est de sûr. l'Europe, quoi. Et donc là, on voit qu'il y a la sécurité européenne n'est pas du tout prise en compte sur ces enjeux. Et on voit qu'en réalité, bien, tu as totalement raison de le rappeler. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Et sur Macron, est-ce qu'on peut parler de trahison de la part d'un président de la République française qui ne fait pas avancer les intérêts de la nation, mais qui fait avancer les intérêts de groupes étrangers? Bah, là-dessus, on peut quand même se dire, étant donné quand même qu'il ouvre les portes à des acteurs qui ne payent pas d'impôts, qui changent profondément nos valeurs, nos modes de travail, cassent notre modèle social, etc. Leur ouvrir grand les portes et faire leur communication tout azimut une fois arrivé à l'Élysée, Mm. effectivement, on peut se poser objectivement la question. Quand Emmanuel Macron, en mai 2018, pour le sommet Tech for Good, euh, en marge du sommet Vivatech, un sommet organisé par Bernard Arnault, les groupes LVMH, en mai 2018, alors que Mark Zuckerberg, 2 jours avant, était à la Commission européenne autour du scandale Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, qui est quand même le siphonnage des données personnelles de Facebook pour le compte de Donald Trump, etc. 2 jours plus tard, il accueille Mark Zuckerberg comme un prince à l'Élysée. On peut se Mm. dire, mais là, il y a un réel problème, quoi. Alors Mm. après, est-ce que c'est de la fascination un peu enfantine pour voilà, tout ce qui est... ou Je est-ce que c'est crois du qu'il BA complètement enfantin, ou est-ce qu'il y a
la question sera tranchée. Nous sommes journalistes, hein, donc voilà. Non, On moi j'ai répond vu, pas à enfin pas pareil, de la part de certains responsables socialistes, anciens ministres, une vraie fascination par rapport au pouvoir de Washington. Hum, Certains qui avaient été invités au dîner d'État quand c'était Obama président, ils avaient des étoiles dans les yeux. Enfin pour eux, Obama c'était au-delà de la suprématie du Dieu vivant sur Terre. C'était vraiment ça, hein. Le côté j'ai réussi, je suis invité à la Maison Blanche à dîner avec Obama. Donc il y a il y a un vrai souci de ce côté-là. Et puis Mais l'autre. ça date pas de Macron, hein. En Ah non, réalité, c'est bien ce que je dis. les sources qu'on a eues, députés, sénatrices, sources bien informées, etc., nous disaient que déjà sous Hollande, hein, il y avait quand même déjà en mode que Complètement. les lobbyistes de Microsoft Et Sarkozy. rentraient sans toquer dans les cabinets ministériels Ouais. divers et variés, sous Hollande, Mm. etc. Donc en fait, ça date pas d'Emmanuel Macron. Voilà. Non, non, et Nicolas Sarkozy qui a fait le sale boulot en Libye aussi au nom d'Hillary Clinton. C'était Bien tout sûr. à fait écrit. Donc Mm. c'est un vrai problème. Puis il y a aussi le sommet de Choose France chaque année. Qui s'organise à Versailles, alors derrière des portes closes, hein, là il n'y a pas de discours officiel, il n'y a rien du tout, où ce sont là encore des grands patrons qui sont là pour promettre des investissements en France, mais à quel prix en fait? Qu'est-ce ce deal finalement? Est-ce que vous avez eu accès à des dossiers sur ces sommets Choose France? Tous France, on n'a pas, ouais, non, moi, j'ai rien de spécial à dire là-dessus, on n'a pas Hmm. spécialement enquêté. Ouais. Ok. Voilà. Ouais. Voilà. Mais parce que ça fait partie de ce travail de lobbying qui ne porte pas son nom en Constant, réalité. Ouais. constant, bien sûr, bien sûr, bien sûr, Hmm. bien Hmm. sûr, bien sûr, bien sûr, Et totalement. aujourd'hui, est-ce qu'il y a une solution au-delà de ce documentaire important à voir, hein, pour comprendre comment les États-Unis ont placé leurs pions en Europe et particulièrement en France pour sortir de cette vassalité? Est-ce que vous avez vu des responsables politiques qui se disaient oui, il faut qu'on prenne conscience qu'il y a un problème puisque visiblement c'est pour eux pas un problème? Bah, l'échelle la plus pertinente semble l'échelle européenne Mhm. sur ces guerres commerciales, etc. En termes, c'est toutes les questions de souveraineté numérique, etc. Mhm. Mhm. L'échelle la plus pertinente semble l'échelle européenne. Après, est-ce que, est-ce que l'Union européenne, est-ce que la Commission sont dans une... je pense qu'en réalité, ils ont une vision assez peu souveraine, en réalité, Bah, très de peu, leurs intérêts, ouais. etc. Alors, il y a le DSA, le Digital Single Act, qui essaye de limiter, hein, la toute-puissance des GAFAM, mais c'est à la marge, hein. On n'en parle pas d'une guerre commerciale, là. Bien sûr, totalement. Non, non, bien sûr, Mm. bien sûr. Non, non, il y a de la, ça gesticule un petit peu, mais en réalité, on voit que, voilà, globalement, voilà. Alors que l'échelon européen serait totalement l'échelon Mm. pertinent en fait pour ces questions-là. Mais on voit qu'il n'y a aucune réelle volonté politique, tu l'as rappelé, Mm. d'intenter ce genre de changement. Ouais. Ouais. On va parler avec Jean-Baptiste Rivoire maintenant de Off Investigation, hein, de votre média, parce que ce documentaire, Macron l'Américain, il passe pas à la télé, tout comme tous les documentaires de Off Investigation. Alors ils sont vus, hein, des centaines de milliers de fois sur YouTube, mais c'est visiblement des documentaires qui seraient impossibles de faire passer à l'antenne d'une télé, qu'elle soit publique ou privée. Donc on va accueillir Jean-Baptiste pour parler un peu du secteur des médias et aussi du travail d'Off Investigation qui est essentiel, hein, pour rééquilibrer le débat. Jean-Baptiste. Merci Alexis. Merci beaucoup Gauthier, merci. Merci Gauthier. Bonjour. Merci. Bonjour Jean-Baptiste Rivoire, donc vous êtes fondateur de Off Investigation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui a été à l'origine de la fondation de ce média? En fait, moi, j'avais passé 15 ans comme journaliste ou rédac-chef à Canal+, où déjà, on avait le sentiment, avant Bolloré, hein, que c'était un peu une contre-télé, où on pouvait quand même avoir plus de liberté éditoriale, il y avait moins de pression des annonceurs et un peu moins de pression des politiques. Et ça a pris fin en 2015 avec le nouvel actionnaire Vincent Bolloré qui est arrivé. Mhm. Alors après, j'aurais pu me dire, bah, c'est pas grave, je vais aller bosser avec mes copains de Cache Investigation ou de Complément d'enquête à France 2. Sauf que il se trouve que la télé publique est quand même de plus en plus sous pression depuis plusieurs années, alors de manière plus insidieuse. Personne n'ose le dire parce que les producteurs qui rueraient dans les brancards, bah, ils n'auraient plus de contrat, donc tout le monde se Ah oui. tait. Mais la réalité, c'est que de manière insidieuse, en fait, le champ éditorial se resserre, se resserre, se resserre. Il y a de plus en plus de choses qu'on ne peut pas faire, notamment depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. Donc je me suis dit que c'était mettre beaucoup d'énergie de fin de carrière dans un système qui, en fait,
voilà, qui est réduit à se prendre le mur à la fin. Donc autant essayer de parler aux citoyens franchement en disant, bah, en fait, si on veut de la vraie info, il faut que vous la financiez, quoi. Ouais, c'est compliqué parce que vous, alors, c'est les internautes qui vont vous financer hein, pour faire ces documentaires. Il y a toute une série hein, sur Emmanuel Macron. J'invite à aller voir sur le Media of Investigation. Et ce qui est terrible, c'est de se dire que ces contenus-là ne pourraient pas être diffusés sur un média public ou privé, média mainstream, on va dire, c'est-à-dire télé, radio, etc., par fin de non-recevoir, tout simplement. Alors, au début, on ne savait pas, on a tenté, hein. C'est-à-dire que la première saison, elle se caractérise par le fait qu'on envoie une série de propositions de documentaires à toutes les chaînes, parce qu'en plus, on n'est pas raciste, hein, donc on envoie à tout le monde. Et effectivement, cette série de documentaires vise à faire le bilan du premier quinquennat Macron, ce qui paraît logique. On est à 1 an de la présidentielle de 2022, donc c'est logique d'aller regarder, au fond, qu'est-ce qu'il a fait par rapport à ce qu'il avait promis, etc. Et bon, c'est amusant, parce qu'en fait, toutes les chaînes refusent, avec des raisons plus ou moins euh, sincères, on ne sait pas très bien. Par exemple, M6 nous dit, nous, on ne va pas sur la politique, sauf avec Karine Le Marchand. TF1 nous dit, bah, nous, on a déjà un truc un peu dans le même genre, enfin pas tout à fait pareil. Bon, on dit, ok, bah, d'accord les gars, c'est bon. Arte, c'est, non, ça n'intéressera pas les Allemands. Enfin, ils ont tous des bonnes raisons, mais personne ne le prend, alors qu'ils avaient fait un Angela Merkel et même un Macron 6 mois avant, etc. Donc, Bien sûr. ça n'intéressera pas les gens. Bon, c'est un argument un peu bidon. Enfin bref, aucune chaîne n'accepte. C'est peut-être parce que notre projet était complètement nul aussi. Hein, faut être modeste. Mais en fait, on constate, enfin voilà, pour avoir fait un bouquin sur le sujet, je pense qu'en fait, France Télé est de plus en plus contrôlée, verrouillée. Ils sont sous une très très forte pression de Mais la Macronie depuis c'est ce que 2017. c'est Et ce ça que vous resserre dites. les Hein. lignes. D'ailleurs, là, un des derniers articles de Off Investigation, c'est la direction de la télé publique avec Delphine Ernotte, hein, qui a fait interrompre une enquête sur Rachida Dati, qui a annulé la rediffusion d'une enquête sur Alexis Kohler, qui est vraiment menotté, ou alors qui, pour sa carrière, fait tout ce que lui demande l'exécutif. On ne peut plus parler d'indépendance de la télé et la radio publique, là. Alors, officiellement, elle dit on suspend les portraits politiques le temps des européennes, mais il se trouve que quand il s'agissait de faire Jordan Bardella, Sandrine Rousseau, Sofia Chikirou, ça dérangeait pas. Et là, tout d'un coup, quand ça tombe sur. Enfin, c'est après le remaniement de janvier hein, que Oui, les oui, c'est ça. confrères de France Télé ont envisagé d'enquêter sur le Premier ministre ou Rachida Dati, ce qui est assez logique, et puis de Ah oui. rediffuser cette incroyable enquête sur Alexis Kohler, numéro 2 de l'Élysée, qui multiplie quand même les conflits d'intérêts avec une compagnie maritime qui par ailleurs transporte quand même beaucoup de kilos de drogue, donc ça fait quand même un peu beaucoup. Et tout ça, c'est non, quoi. Tout ça, c'est non. Et donc, forcément, ça donne l'impression, une fois de plus, que France Télévisions, au fond, protège le pouvoir en place. Après, on peut critiquer l'attitude de Delphine Ernotte. Après, il faut voir aussi Ouais. que structurellement, en France, elle est extrêmement dépendante du pouvoir politique, quoi qu'elle en Oui, dise. oui, oui. De par les nominations des dirigeants de l'audiovisuel public qui sont quand même très influencés par l'exécutif. Et puis, depuis quelques années maintenant, il n'y a plus de redevance, donc il n'y a plus de financement pérenne de l'audiovisuel public. Ouais. Donc là, il faut carrément tous les ans aller demander au gouvernement s'il vous plaît, je voudrais un peu de sous pour mes médias. Donc je pense que dans ce contexte, c'est compliqué en même temps d'enquêter sur le pouvoir tout en demandant de l'argent au pouvoir. Donc voilà, la fable, le mirage de l'indépendance de l'audiovisuel public, c'est pas vrai, ça se voit de plus en plus. Et là, de manière pour la première fois totalement assumée, c'est-à-dire que là, on a un papier du Monde en janvier qui nous dit non, mais en fait, plus de portraits sur les macronistes pendant 6 mois. C'est- Donc à ce point-là aussi décomplexé, c'est assez exceptionnel. Oui, et sans compter que télé privée, on a vu la passation entre Rodolphe Saadé, un proche d'Emmanuel Macron, qui rachète BFM à Monsieur Drahi, Bolloré qui, vous l'avez dit, hein, rachète Canal+, et derrière se crée un empire médiatique avec des visées politiques, hein, clairement. Finalement, heureusement qu'il y a des médias indépendants, mais pour vivre, il faut les soutenir, les aider. Hein, si vous pouvez le faire, n'hésitez pas. Et parce que sans ça, on aurait quand même un paysage médiatique extrêmement biaisé, et ça n'aide pas le débat démocratique. En ce moment, il y a les états généraux de la presse, une sorte de grande discussion autour du statut de journaliste, des médias, etc. Mais à quoi ça sert si on ne remet pas sur la table la question du financement des médias et de l'indépendance des médias? Le système informationnel français est profondément malade et ça handicape profondément la démocratie. Enfin, je ne sais pas si on mesure la gravité de ce truc-là. Tous les jours, des millions de Français se font laver le cerveau par des médias contrôlés, instrumentalisés par des industriels dont l'intérêt n'est pas l'information et qui biaisent éventuellement l'information. Mais il y a aussi des problèmes de biais d'information dans le public, donc c'est extrêmement grave. Ce qui est d'autant plus gênant, c'est qu'en plus, les Français sont ponctionnés pour financer ce système. Je rappelle Oui. quand même que le principal bénéficiaire des aides à la presse, c'est l'homme le plus riche de France, hein, Bernard Arnault, patron de LVMH, qui finance déjà les écoles de Brigitte Macron, la première dame
la femme du président, LVMH qui par ailleurs habille la première dame et qui par ailleurs soutient Emmanuel Macron par ses journaux, Le Parisien et Les Échos. Et c'est aussi lui qui reçoit le plus de subventions publiques, comme si les Français avaient plein d'argent à donner à Bernard Arnault. Enfin, c'est un niveau de foutage de gueule quand même assez extrême. Donc voilà. Donc en plus, on finance les aides à la presse qui financent ces organes de presse de milliardaires avec nos impôts, tout simplement. Avec nos impôts. Donc il est vraiment urgent de faire comprendre aux Français que là, il faut vraiment reprendre en main notre destin informationnel. Et effectivement, si on peut donner 1, 2, 3 euros à des médias indépendants, quels qu'ils soient, quel que soit leur bord politique, on a le droit d'avoir toutes les idées possibles, mais juste les médias indépendants dirigés par des journalistes qui font de l'info, ça serait vraiment urgent. Et le petit côté positif, c'est que je pense qu'ils sont en train vraiment de refonder tout doucement le système. Alors, ils sont minoritaires en termes d'audience pour l'instant, ces médias. Mais en vrai, je prends juste un exemple. Quand on fait, par exemple, l'affaire Colère, le scandale qui menace Macron, avec Yanis Mamdi il y a 2 ans, à l'époque, Complément d'enquête fait en moyenne 800 000 téléspectateurs. Le doc de Yanis va faire 2 millions de vues. Donc, en fait, en termes d'impact, en fin de compte, avec quelques milliers d'euros, quelques citoyens qui nous aident, on peut faire un doc pas mal qui va être plus vu que certaines émissions de France Télévisions, quoi. Oui, et ces docs sont en libre accès, gratuits, sur Internet. Vous pouvez les retrouver sur le site de Off Investigation. C'est extrêmement important et je pense qu'il tourne beaucoup parce qu'il y a ce besoin d'une information alternative et pas justement d'avoir tout le temps à peu près les mêmes débats de plateau pour dire que Macron est génial et qu'on n'a rien compris. Parce que c'est un peu ça, malheureusement, ce qu'on voit en ce moment. Vous avez vécu de plein fouet l'arrivée de Vincent Bolloré et vous avez eu même un problème juridique avec lui suite à ce que vous avez signé quand vous êtes parti à l'époque c'était iTélé, c'est ça? De Canal, pour faire court, Canal, pour faire court, en fait, quand il prend d'assaut un média, Vincent Bolloré, il le tord éditorialement à sa sauce, et puis il essaie de faire partir tous les gens qui ne sont pas d'accord avec lui, mais il essaie de les faire partir en plus avec des clauses de silence. Donc en gros, je vous fais court, mais si vous voulez partir normalement avec éventuellement vos indemnités légales, eh bien on vous dit, en plus il faut signer des clauses de silence qui sont dans le cas de Bolloré extrêmement extensives, puisqu'il n'y a souvent pas de limite de date, c'est jusqu'à votre mort. Vous ne pouvez rien dire qui porte atteinte à l'honneur de ce monsieur, donc en gros vous ne pouvez plus dire grand-chose sur les dérives de l'information en France. Malheureusement, pour sortir indemne de ce genre de situation, plein de gens ont été obligés de signer. Je ne suis pas le seul. Je pense qu'on est plusieurs centaines de syndicalistes, employés, journalistes à avoir dû signer ces clauses. Et on n'a pas le droit de le dire parce que si on le dit, il faut rendre tout l'argent. Donc voilà. Donc moi j'ai trouvé ça tellement excessif que je me suis dit mais c'est pas possible de laisser la France partir dans ce délire. Donc il faut absolument parler et dire ce que fait ce monsieur. Mais c'est intéressant de voir qu'il a vraiment le souci d'enfermer dans le silence des centaines et des centaines et des centaines de gens parce que je pense qu'il a un projet politique très important derrière. Ça se démontre tous les jours aujourd'hui et que donc il est important pour lui que personne ne vienne révéler aux parlementaires, dans la presse, ses véritables méthodes. Donc là on a un truc extrêmement grave. Le sujet est toujours pareil. Ces milliardaires sont parfois contestables. Mais il y a une vraie question, c'est que fait le pouvoir politique? Parce qu'une fois qu'on a dit que Bolloré profite du système, après tout, si Macron le laisse faire, moi je serais lui, je ne me gênerais pas. Donc là, il y a un vrai problème de pouvoir politique qui ne fait pas son boulot de régulateur de la démocratie, qui laisse des empires médiatiques partir dans des dérives racistes, propagandistes, etc. Et c'est extrêmement grave, en achetant le silence des journalistes, quoi. Il y a eu les commissions d'enquête à l'Assemblée nationale, l'audition des différents patrons de chaîne, et un des rapporteurs, ou le président même de la commission, il me semble, député macroniste, qui a couru très rapidement sur le plateau de Cyril Hanouna, sur C8, pour expliquer fièrement qu'il n'était pas d'accord, qu'il se désolidarisait un peu de son camarade qui, lui, était de la France Insoumise. Là encore, on a vu une sorte de parodie. Rien ne va changer finalement. L'Arcom. C'est un peu désespérant. Moi, quand j'expliquais à Quentin Bataillon ce qui s'était passé au cœur de Canal en termes de violence, de censure et de propagande, il faisait. Vous avez été entendu par la commission? Ouais, j'ai été entendu et je vous disais que Quentin Bataillon, donc le jeune président Renaissance de la commission d'enquête, de la soi-disant commission d'enquête, parce que clairement on n'est pas aux États-Unis et franchement en France c'est très tranquille. Il faisait ses textos pendant que j'expliquais le massacre de Canal. Donc si vous voulez, je pense qu'ils n'en ont pas grand-chose à faire en fait. En tout cas, chez Renaissance, ça les dérange pas du tout. D'ailleurs, ils se précipitent sur le plateau d'Hanouna derrière, qui est quand même l'émission la plus trash et la plus sanctionnée du PAF. Donc en fait, c'est comme si ces gens se comportaient, mais c'est pas tellement étonnant. C'est la façon dont fait Macron. C'est-à-dire qu'en gros, les lois, les règles du jeu, l'intérêt général, l'éthique, finalement, c'est comme si c'était superflu et que dans le libéralisme, on pouvait tout jeter par la fenêtre. Bon, le problème, c'est que ça se voit que ces gens sont malhonnêtes et ne respectent aucune éthique publique. Ça se voit qu'ils se fichent de nous, parce que franchement, diriger une commission d'enquête parlementaire sur la TNT et aller se vautrer chez Hanouna pour expliquer que quand même Barthès, c'est un abruti, c'est juste totalement indigne de la part de ce député. Donc c'est le président d'une commission d'enquête qui a torpillé la crédibilité de sa commission d'enquête en même pas quelques minutes. Bon, je pense qu'il faut qu'on arrête de perdre notre temps à regarder ces gens et qu'on se demande un petit peu comment nous, dans ce pays, on peut bouger et se réunir et s'organiser pour pas se laisser écraser comme ça, parce que c'est insupportable. Justement, c'est ce qu'on fait notamment avec
les différentes sphères des médias alternatifs et indépendants. Hein. On essaye tant bien que mal de tenir le fort. Est-ce que vous avez des lueurs d'espoir quand même sur un changement, ne serait-ce que par la démographie aussi, des gens qui s'intéressent à l'actualité, les jeunes qui ne regardent plus la télé par exemple, et l'intérêt aussi pour une autre information que celle qui est vendue en grande surface dans les médias mainstream? Bah, moi, j'ai un petit sourire dans la tête quand j'entends souvent sur France Info des éditorialistes qui s'affolent du fait que c'est terrible, ces jeunes. Vraiment, ils regardent plus tout à fait la télé, ils regardent moins le 20h, donc c'est quand même terrible, c'est très dangereux, parce qu'après, ils vont tous devenir complotistes. Bon, quelque part, oui, cette désaffection pour les grands médias, c'est pas juste que les jeunes sont stupides, c'est que les grands médias sont vendus, donc il y a un moment donné, les gens, ils voient bien qu'il y a un problème, donc effectivement, ils s'informent ailleurs. Non, le point d'espoir, c'est que tous les campagnes de dons et les levées de fonds pour des médias indés depuis 5 ans, franchement, ont pratiquement toutes cartonné. Le point positif, c'est que nous, on est parti de rien. On n'avait ni chaîne YouTube ni réseaux sociaux. On lève 220 000 euros. On fabrique 6 ou 7 documentaires pas chers, en fait, sur l'argent des gens. Mais en vrai, on arrive à peu près à faire de l'enquête. Et c'est la deuxième campagne de dons qui a réussi cette année, puisqu'on a atteint 200 000 euros de dons. Et on va relancer troisième saison, où là, on a décidé d'aller un peu au cœur du problème, parce qu'à mon avis, le cœur du problème, c'est quand même les rapports entre le président et les puissants propriétaires de presse. Donc, on va enquêter longuement, avec une petite équipe, toutes ces interactions entre ces gens, ces oligarques et le président. Est-ce qu'ils mettent leurs médias au service du président? Est-ce que le président leur envoie l'ascenseur? Enfin, on est au cœur de la perversion de la démocratie française. Ce qui n'est pas nouveau. On en parlait avec Gauthier sur Nicolas Sarkozy, qui était le premier Américain aussi à l'Élysée, mais c'était aussi l'homme des médias, Arnaud Lagardère, qu'il appelait son frère. À peine élu, il va sur le yacht de Bolloré célébrer sa victoire. Le mariage, son témoin de mariage, c'est un Bouygues. Il y avait là aussi chez Nicolas Sarkozy cette collusion incroyable entre l'homme politique et les médias. On retrouve exactement la même chose avec Emmanuel Macron. Ouais, ça fait 15 ans que ça dure. Et le petit espoir, c'est que donc les gens donnent aux médias indépendants en France, en fait, et les gens ont compris, c'est une première chose. Et par ailleurs, moi, je trouve quand même qu'il y a beaucoup de bonnes audiences dans les émissions construites par les médias indépendants, que ce soit la vôtre. Je pense aussi à un épisode de Blast construit avec Acrimed sur les effets pervers de la couverture de Gaza, qui est une formidable émission qui a fait 600 000 vues en un mois. Enfin, on sent que là, il y a quand même du monde pour regarder ça. Et il y en a de moins en moins, à mon avis, pour regarder la propagande. Donc, il y a quand même un espoir. La vérité voilà, est une petite graine qui circule bien dans les esprits, quand même, je trouve. Elle prend l'escalier, la vérité. Elle met un peu de temps, mais c'est vrai que ça marche. En tout cas, merci pour votre travail, Jean-Baptiste Rivoire, et le travail d'Off Investigation. J'invite tout le monde à aller voir les excellents documentaires qui sont sur la chaîne YouTube. Il y a aussi le site internet, et vous pouvez bien sûr aider Off Investigation lors des levées de fonds, et puis aider le monde moderne aussi à votre bon cœur, monsieur, dame, puisque c'est nous qui essayons de faire sortir la vérité en des temps troubles de propagande et de censure. Voilà. On se reparlera. En tout cas, merci beaucoup à vous et à vos équipes pour ce travail d'information plus que nécessaire. Et je vous dis à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Bonne suite. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà, j'espère que cet entretien vous aura ouvert l'esprit et que vous irez regarder les documentaires de Off Investigation. Comme l'a dit Jean-Baptiste Rivoire, c'est extrêmement important d'aider la presse indépendante. Alors si vous pouvez faire un geste pour le monde moderne, vous pouvez rejoindre notre chaîne YouTube simplement en vous abonnant. Vous pouvez aussi nous soutenir sur patreon.com/le monde moderne. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner aussi sur YouTube et sur nos différents réseaux. C'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que ce travail-là, il faut le faire au quotidien et on essaye de le faire bien avec les moyens que vous nous donnez. Et ça, c'est extrêmement important. Donc n'hésitez pas. Et si, bien sûr, je sais que les temps sont durs en ce moment, simplement un pouce, un commentaire, un partage, le fait de parler de ces médias autour de vous, eh bien, ça peut petit à petit changer la donne parce que nous vivons évidemment des temps difficiles en ce qui concerne le paysage audiovisuel français. Merci à vous et à très bientôt sur Le Monde Moderne.